Nice. Très bien. Bah super. Voilà. D'accord. Ouais, bon, comme ça, je pourrais être un peu plus facile au public. 1, 2, 1, 2. Voilà. Comme vous voulez. Il y a l'allumette. Voilà. Là, c'est bon, c'est l'heure du début. Je peux commencer, c'est l'heure du début. Donc, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, ici, on va parler d'expérience utilisateur et je vais essayer de vous montrer pourquoi c'est important pour nous, les développeurs. Donc déjà, je me présente, Florence Serroux. Je travaille dans la société Hippon Technologies à Nantes. Vous avez un stand d'Hippon Technologies d'ailleurs dans le hall, donc si vous voulez en connaître plus sur Hippon, ce sera l'endroit où vous adresser. Donc je suis développeuse, ingénieure Java, nouvelles technologies. Et accessoirement, en plus de m'intéresser à l'expérience utilisateur, je m'intéresse beaucoup aussi aux méthodes agiles. Donc en sommaire de la présentation, d'abord je vais vous présenter un peu ce que c'est que l'UX, le design d'expérience utilisateur. Je vais m'appuyer après pour vous montrer un peu en quoi c'est important sur un exemple concret. Donc là, il s'agirait d'un espace numérique de travail, mais ça peut être d'autres choses. Donc je vais vous raconter ça un peu sous forme d'une histoire. Après, je vais vous montrer en quoi ça nous concerne, nous développeurs. Et puis, donner quelques outils pour, en tant que développeur, pouvoir améliorer l'interface utilisateur des applications sur lesquelles on travaille. Donc notamment connaître l'utilisateur, comprendre ses besoins, prendre en compte ce qu'il pense, tester. Et puis je vais même vous donner quelques petites techniques en plus auxquelles l'utilisateur ne pensera pas forcément pour améliorer l'expérience. Donc moi, mon objectif en fait à la fin de cette présentation, c'est que vous ressortiez en étant sensibilisé sur le sujet et puis en ayant quelques idées pour appliquer dans vos propres projets. Donc le design d'expérience utilisateur. Donc, je pense que vous en avez pas mal entendu parler parce que c'est quand même un sujet à la mode. C'est pas encore forcément très bien compris. Il y a encore beaucoup de personnes qui confondent ça avec l'interface utilisateur ou avec l'ergonomie. En fait, l'expérience utilisateur, c'est plus que ça. C'est pas seulement est-ce que c'est facile et rapide à utiliser, qui est plus du domaine de l'ergonomie, mais ça va aussi s'intéresser est-ce que c'est agréable à utiliser, et aussi est-ce que ça répond à un besoin. Par exemple, vous faites un site de boutique en ligne. Au niveau de l'ergonomie, on va s'intéresser, est-ce que le client est capable d'accéder à son panier, est-ce qu'il comprend comment ça fonctionne, et est-ce qu'il va pouvoir assez rapidement créer son panier et acheter. L'expérience utilisateur va s'intéresser à beaucoup plus que ça. On va aussi se poser la question, est-ce que le site, le look du site correspond bien au type de produit vendu? Si on met plein de choses flashy pour vendre du caviar, ça va pas forcément marcher. Et ça va également, est-ce que les produits qu'on vend, est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de les acheter? Ça aussi, ça va être aussi du domaine de l'expérience utilisateur. Alors la façon dont ça marche, c'est un processus essentiellement itératif, c'est-à-dire qu'un designer va faire des prototypes qu'il va présenter à des utilisateurs et il va recueillir les réactions des utilisateurs par rapport à ces prototypes. Est-ce qu'ils ont des facilités ou des difficultés à utiliser le produit? Derrière ça, il va faire des modifications et représenter à des utilisateurs. En France, c'est pas encore très très utilisé. Ça émerge tout doucement. L'un des obstacles, c'est le fait que c'est un métier de designer. Et en France, on considère encore que le design, c'est juste faire de la décoration, faire des belles choses, mais c'est tout. Alors que c'est quand même beaucoup plus que ça. Comme disait Steve Jobs, le design, c'est résoudre des problèmes. Mais un exemple bien connu, une société bien connue en France utilise l'expérience utilisateur depuis très longtemps pour la conception de ses produits qui sont pas informatiques du tout, puisqu'il s'agit de Decathlon. Et Decathlon, donc il y a de très nombreuses années de ça, était parti de besoins exprimés par un client qui était, moi j'aimerais bien, quand j'arrive le soir que j'ouvre ma tente, de pas avoir à passer des heures à la monter. Et ce qu'il a fait, c'est la tente qui se déplie tout de suite en 5 secondes. Ça a été un énorme succès, on en trouve maintenant partout dans le monde de ce type-là. Et maintenant, en France, en tout cas, moi, quand ça m'arrive de plus en plus souvent, au lieu de dire tente, on dit Quechua, quoi. Donc la marque Decathlon.
tellement ça a bien marché. Bon, partir sur quelque chose de plus concret. Donc, je vous avais dit, je vous donnerai un exemple qui est un peu sous forme d'une histoire. Donc, l'histoire se passe sur une application de type ENT, espace numérique de travail. Donc, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà travaillé là-dessus. Ouais. Moi, en tout cas, ça m'est arrivé. J'ai déjà eu 2 missions sur des ENT, donc c'est quelque chose d'assez concret qui se rencontre assez souvent. Donc, ce sont les portails d'information des établissements scolaires. En France, c'est déployé au niveau des régions, des départements, au niveau des collèges, des lycées, des universités. Ça commence à y en avoir au niveau des écoles primaires. Donc, ça gère un peu ce qui est indiqué ici, les emplois du temps, les salles, les relations entre les parents et les enseignants, entre les enseignants et les élèves entre eux, saisir les absences, informer des sorties scolaires, mettre à disposition des ressources pédagogiques. Donc il peut y avoir plein de choses sur des ENT. Et donc voilà, là je vais vous raconter sous forme d'une histoire 2 enseignants qui arrivent chacun dans leur établissement et qui rencontrent chacun son ENT qui est fait d'une façon différente. Pour l'un d'entre eux, c'est très très mal conçu, c'est une interface complètement pourrie, et puis pour l'autre, c'est quand même beaucoup mieux. Bon, j'ai voulu fâcher personne, donc j'ai pris des exemples imaginaires, mais ça reste très terre à terre. Enfin, terre à terre, mais dans une galaxie lointaine, puisqu'en fait, j'ai décidé de prendre comme exemple des temples Jedi. Donc vous avez à droite, à gauche, l'exemple d'Obi-Wan Kenobi qui arrive au temple Jedi d'Alderaan, et à droite Mace Windu qui arrive, jeune professeur, au temple Jedi de Coruscant, chacun avec son ENT. Bon, ils viennent d'arriver, donc la première chose qu'ils vont faire, c'est créer leur compte. Pour Obi-Wan, c'est pas de chance, c'est un énorme formulaire. On lui demande plein d'informations. Il y en a pas mal d'ailleurs, il sait pas trop à quoi ça va leur servir, mais bon, faut remplir quoi. Pour Mace Windu, déjà c'est un petit peu mieux parce que le formulaire est beaucoup plus court. Et puis, s'il a pas envie de remplir le formulaire, il peut se créer directement un compte, soit avec Star Facebook, soit avec Galaxy+. C'est quand même cool. Et bon, étape suivante, Mace Windu, il arrive, il appuie sur le bouton, il arrive directement, il est logué, il a directement accès aux emplois du temps, à l'annuaire, à l'assistance. C'est très rapide, il voit tout de suite... il va vouloir accéder aux emplois du temps parce que lui, ce qu'il veut savoir, c'est à quelle heure a lieu son prochain cours, son premier cours, dans quelle salle. Bon, pour Obi-Wan, c'est un petit peu plus compliqué parce que déjà, faut remplir le questionnaire et puis en plus, ça a été un peu mal fichu parce que tous les libellés, ils ont été mis dans les cases. Il a commencé à remplir et puis après, il savait plus trop s'il avait bien rempli au bon endroit, s'il n'avait pas inversé le prénom et le nom et puis il était un peu paumé quoi. Bon. Obi-Wan continue quand même, il réussit à remplir son formulaire, il appuie sur envoyer, et puis là on lui dit ça y est, c'est activé, on vous a envoyé, c'est créé, on vous a envoyé un email pour l'activer. Bon, vous allez regarder vos emails et puis vous irez activer le compte. Pendant ce temps-là, Mace Windu, il a trouvé immédiatement les emplois du temps. C'est pas très très joli, mais au moins ça fait le travail, puisque il y a la liste de tous les emplois du temps de toutes les classes, mais comme ils savent que c'est Mace Windu, ils lui ont directement coché son emploi du temps à lui, ce qui lui permet de voir qu'il a un cours dans pas très longtemps, et c'est même la salle où c'est. Et même en cliquant dessus, ça j'ai pas montré, mais il peut avoir le petit plan pour voir où est la salle. Bon, pour Obi-Wan par contre, c'est pas gagné, parce que ça y est, il est allé regarder ses mails, il a cliqué sur le lien pour activer, il a dit « Super, votre compte est activé, maintenant vous pouvez vous loguer ». Ah ouais, en plus, ils connaissent le nom de son compte, ils viennent de l'activer, mais non, il n'est pas logué automatiquement. Bon, pendant ce temps-là, Mace Windu, tranquillement, il prépare son cours. Donc du coup, Obi-Wan se connecte. Donc dans Star Wars, ils ont des petits datapads avec des claviers numériques. Lui, la connexion pour Obi-Wan, c'est par mail. C'est pas de chance d'ailleurs parce que il a le clavier normal, il n'y a pas un clavier spécial mail, donc du coup il va falloir qu'il navigue un peu dans le clavier pour saisir son adresse mail pour aller chercher l'arrobas, c'est pas très pratique. Ça aurait pu être un petit peu mieux pensé quand même. Et puis enfin, Obi-Wan arrive sur le NT, logué, il peut aller chercher dans tout ça où est l'emploi du temps.
Pendant ce temps-là, forcément, Mace Windu continue à préparer son cours. Hein. Et bon, Obi-Wan trouve l'emplacement des emplois du temps. Là, il tombe sur un formulaire. On lui demande d'aller de faire une recherche pour savoir quel agenda il veut trouver. Forcément, il va rentrer son nom hein, pour aller chercher son agenda à lui. Pendant ce temps-là, Mace Windu peut tranquillement se rendre vers la salle de cours en compagnie d'autres professeurs, dont un qui ressemble vachement à Obi-Wan quand même, hein, un sosie. Et enfin, Obi-Wan trouve son cours. Ah, c'est maintenant d'ailleurs. Pas de chance, il va être un peu en retard. Surtout qu'il sait pas dans quelle salle c'est. L'information est ailleurs. Il y avait juste indiqué comme détail, c'est la salle habituelle de cette classe-là. Bon, pendant ce temps-là, Mace Windu commence son cours tranquillement. Donc de défense contre les éclairs de force. Hein. Très important. Donc Obi-Wan va aller rechercher dans le menu où est la salle de cours habituelle de cette classe-là. Et il finit par le trouver et par se précipiter vers la salle parce qu'il est un petit peu en retard pour le cours. Je pense que vous avez remarqué d'ailleurs, c'était tellement long pour lui de s'inscrire et de voir son emploi du temps qu'entre-temps, il y a ses cheveux et sa barbe qui ont poussé. Bref, le temps passe. Nos deux héros continuent à donner des cours. Et maintenant, ils sont un petit peu habitués à l'ENT, mais ça va être la première fois qu'ils ont donné des devoirs à rendre et qu'ils vont devoir aller sur le portail pour lire les copies des élèves et puis attribuer des notes, classiquement. Bon, déjà, pas de chance pour tous les deux, parce que ça arrive même dans les galaxies lointaines, et c'est pas très prévisible, il y a un bug. Peut-être un élève qui a fait une mauvaise manip ou quelque chose comme ça, il y a une copie qui est pas retrouvable. Bon, voilà, ça nous arrive, hein, on peut pas prévoir l'imprévisible, mais on peut quand même penser un petit peu à améliorer les choses, même quand ça arrive. Pour Obi-Wan Kenobi, ça n'a pas été fait. On lui propose juste de partager sur les réseaux sociaux la page qu'il peut pas trouver, c'est pas très utile. Pour Mace Windu, c'est un petit peu mieux quand même, parce que certes, il a une erreur 404, mais au moins on lui explique que ce qu'il pourrait essayer de faire, c'est une recherche à l'aide du champ. Peut-être que comme ça, il retrouvera sa page. Peut-être pas, mais au moins on lui a donné une action à faire. C'est un tout petit peu mieux. Bon, les deux trouvent en tout cas des copies à corriger. Pour Mace Windu, c'est un petit peu plus compliqué à lire parce que ça n'a pas été très bien pensé. Le fond, ils ont voulu faire un joli fond hein, avec un joli petit effet, mais ces petits points noirs sur du blanc, ça rend pas le texte très très lisible. Quoi. En plus, il est pas très gros. La police a été mal choisie. Pour Mace Windu, c'est quand même beaucoup plus simple. Bon, après, c'est le moment de noter. Pour Mace Windu, il a directement le bouton noter sur la copie. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il appuie sur le bouton noter, il a une liste déroulante, il voit le barème, il sait quelle note donner. Pour Obi-Wan, c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est un autre endroit qu'on met les notes. Alors, il va chercher dans le menu, et il y a un menu qui est très joli, avec des superbes icônes. Bon, maintenant, il faut qu'il essaye de deviner quelle icône correspond à attribuer des notes à mes élèves. Il va chercher un petit peu. Donc pendant ce temps-là, Mace Windu peut tranquillement consulter une nouvelle copie et Obi-Wan va finalement trouver l'endroit où il y a sa copie et pouvoir mettre sa note. Du coup, il va falloir qu'il retourne à sa liste de copies. Donc bêtement, il retrouve une icône exactement comme celle du menu qu'il avait vu plus tôt. Donc il clique dessus, forcément, logique. Sauf que cette fois-ci, c'est juste un dessin, quoi. C'est pas une icône cliquable, c'est plus un bouton. Donc du coup, il perd du temps quand même à cliquer dessus un bon bouton avant de se réaliser que ah non, là c'est pas un lien. Le lien, il était juste à côté. Bon, pendant ce temps-là, Mace Windu continue à noter les copies. Et puis voilà, mais tous les deux finissent par noter les copies. Obi-Wan galère un peu, quoi. Il y passe du temps. Mace Windu, lui, c'est beaucoup plus rapide. Heureusement, ça lui laisse un petit peu de temps libre pour faire son travail habituel de Jedi, c'est-à-dire sauver la galaxie, quoi, classiquement, c'est ce qu'ils font tous les jours. La conclusion de tout ça, c'est que, avec le temps passé sur cette interface complètement pourrie, son expérience utilisateur pourrie, le pauvre Obi-Wan, il est un peu vieilli prématurément, puis il finit à la cantine avec ses copains. Puis pour Alderaan, en fait, faut savoir un truc, c'est que l'ENT du Temple Jedi, c'est pas le seul exemple, c'est toute la planète, en fait, toutes les interfaces administratives de la planète étaient comme ça et ça a très très mal fini pour la planète elle-même.
Maintenant, je vais vous parler de quelque chose qui nous concerne, nous. Donc, on va revenir de cette galaxie très très lointaine et on va parler de l'échec de nos projets à nous. Parce que je pense que ça vous est arrivé souvent de rencontrer des projets qui, derrière, échouaient. C'est plutôt un classique. Et on connaît en général la raison principale. C'est ça. Donc, cycle en cascade, cycle en V. Toutes ces méthodes de projet où on commence, on fait des spécifications en amont, on va voir avec les utilisateurs, on recueille leurs besoins. Une fois qu'on sait ce qu'ils veulent, on rentre dans un silo. On fait la conception, on s'occupe vraiment du détail technique. Et puis, un jour, quelques mois plus tard, on présente aux utilisateurs, ou en tout cas aux clients, voilà le produit qu'on a fait, que vous nous avez demandé. Et puis là, souvent, ce qui arrive, c'est que le client, il tombe des nues, il fait « c'est ça que j'ai demandé ?» Alors, des fois, voilà, il y a déjà un problème, c'est que au moment du recueil du besoin, au moment des spécifications fonctionnelles détaillées, les mots n'ont pas eu les mêmes sens des deux côtés. Il y a des choses qui ont été dites d'un côté, et puis le développeur, en le lisant, il l'a interprété de la mauvaise façon. Puis des fois, c'est même pas un problème d'erreur d'interprétation, c'est simplement un problème du client qui n'avait pas compris lui-même ce qu'il voulait. C'est assez facile de se dire ouais, je voudrais que ça fasse ça, ça et ça, et puis une fois qu'on voit dans l'écran tout ce que ça fait, on se dit oula, mais c'est compliqué, il y a trop de fonctionnalités. Ou on se rend compte que finalement il y a une fonctionnalité qu'on a demandé dont on n'a pas besoin, ou quelque chose dont on aurait eu besoin auquel on n'a pas pensé du tout 3 mois plus tôt. Donc ça c'est quand même, c'est quelque chose de très classique. Et c'est un motif d'échec de nombreux projets. Et souvent c'est là que ça commence à capoter quand on est au moment de la recette et où il y a le client qui dit c'est buggé de partout. On dit non, ça marche très bien. Non, ça marche pas, c'est pas ce que j'ai demandé. Puis on dit regardez les specs, c'est bien ce que vous avez demandé. Souvent il y a un peu de mauvaise foi d'un côté et de l'autre. Puis des fois ça passe quand même, heureusement. Et puis c'est après qu'on se rend compte qu'on est au courant que le projet a finalement été abandonné. Ça arrive aussi assez souvent. Une façon de l'expliquer, de le dire, c'est ce dessin que je pense beaucoup d'entre vous ont déjà rencontré. Donc, qui explique très bien, vous avez en haut à gauche la façon dont le client exprime son besoin. Et puis vous avez sur les autres images comment il a pu être compris, conçu, développé finalement, et les grosses différences qu'il peut y avoir entre la demande initiale et ce qui est livré à la fin. Et vous avez tout en bas à droite ce dont le client avait réellement besoin, qui est également différent de l'expression du besoin. Donc nous, on a une solution à ce problème-là, qu'on connaît quand même pas mal, c'est l'agilité. Avec des cycles d'itération qui sont courts, le fait de développer le produit au fur et à mesure, de montrer au fur et à mesure au client, et d'avoir un feedback régulier, ça permet quand même de voir tout de suite les incompréhensions, en tout cas beaucoup plus vite que dans un effet tunnel d'un cycle en cascade ou en V. Et ça permet du coup de corriger au fur et à mesure de l'avancement. L'agilité, c'est une réponse qui est vraiment très efficace. Si vous revoyez la balançoire, vous aviez donc l'expression du besoin du client, c'est une espèce de balançoire à 3 niveaux. En général, c'est pas ce dont le client a besoin. Et avec l'agilité, il se rend compte en fait souvent quand on a fait le premier niveau que ça lui suffisait, donc il s'arrête là. Par contre, on n'a quand même toujours pas répondu tout à fait aux besoins, puisque lui, ce dont il avait besoin, c'était un pneu. Mais on s'en approche quand même beaucoup plus, et avec des coûts réduits. Donc c'est bien quand même l'agilité pour ça. Mais il y a quand même des produits et des projets qui échouent malgré l'agilité, parce qu'on arrive plus facilement à avoir un client satisfait, à avoir des développeurs satisfaits. Bon, c'est bien, le produit est livré, nous en tant que développeurs on est payé, et puis on apprend quelques semaines, quelques mois après que finalement le projet n'a jamais été mis en production. Ou alors qu'il a été mis en production et qu'il a été abandonné très rapidement parce que les utilisateurs ils en voulaient pas. Alors là on se pose la question, on se dit, on parle souvent de résistance au changement. Les utilisateurs, ils avaient un produit, on leur en propose un autre, ils en veulent pas. Mais en fait, la question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on a cette résistance au changement ? Voilà, je vous donne un exemple. Voilà, ça c'est produit Apple typique. On veut vendre des choses.
très facile d'utilisation. Le produit Google typique, hein, on sait comment l'utiliser, c'est pas très compliqué. Produit d'entreprise typique. Voilà, ne dites pas que c'est pas du vécu, ça, pour vous. Et donc c'est là que l'expérience utilisateur peut être intéressante et importante pour nous aussi, parce que ça peut nous permettre de faire des produits qui sont quand même bien meilleurs. Parce qu'on est amené assez souvent, en tant que développeur, à participer au recueil du besoin, en rédaction des spécifications. Si on travaille en mode agile, on peut souvent être donneur de conseils. Et ça va nous permettre justement de pouvoir améliorer à ce niveau-là, essayer de s'approcher de choses qui seront beaucoup plus utilisables pour les utilisateurs finaux, et de pouvoir faire en sorte qu'ils soient contents du produit qu'on leur délivre, au lieu de se dire finalement je préférais mes feuilles Excel. Voilà, parce qu'en fait le souci qu'on a même sur les projets agiles, c'est que finalement la réflexion qu'il y a en amont, c'est une réflexion sur des fonctionnalités. Ce que le client va demander, c'est qu'on remplisse une liste de fonctionnalités et pas forcément qu'on réponde à un besoin. Et tant qu'on est dans cette optique, on va remplir le maximum de fonctionnalités possibles. On peut avoir des interfaces comme ça. Alors que si on dit, ouais, c'est bien de faire des fonctionnalités, mais il faudrait que ce soit beaucoup plus utilisable, on va épurer et on va avoir des choses plus faciles à utiliser, on va plus penser à l'utilisateur. Alors, je pense que là, j'espère que je vous ai un peu convaincu que c'était important. Maintenant, la question, c'est comment faire pour mieux recueillir le besoin, pour mieux développer derrière, pour avoir des choses qui soient plus utilisables. Alors déjà, la première question à se poser, c'est pour quel utilisateur on est. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà rencontré des personas. Donc, les personas, ce sont des utilisateurs fictifs. C'est fait quand il y a un designer d'expérience utilisateur par lui. Des fois, c'est plus au niveau marketing que c'est fait. Donc, on fait des recherches sur les utilisateurs qu'on vise pour essayer de savoir qui est-ce qu'ils sont, quels sont les cas d'utilisation pour eux, les scénarios, quels sont leurs objectifs à long terme, et pour avoir un produit qui est en adéquation avec leurs besoins. Donc ça, on va trouver ça sur des produits qui sont destinés à une clientèle. Si on veut mettre un produit sur Internet et qu'il y ait des gens qui l'utilisent, qui l'achètent, ça va être utilisé. C'est quand même bien pratique. Parce que ça permet aussi de partager justement ces problématiques-là avec les développeurs et de créer un peu d'empathie avec l'utilisateur. En général, vous n'allez pas avoir ça, parce qu'en général, on travaille sur des entreprises, sur des applications internes à des entreprises avec des utilisateurs captifs. Donc on s'en fiche un peu, ils ne sont pas clients, ils seront obligés d'utiliser l'application. Mais ça n'empêche pas de se poser la question de qui est l'utilisateur. Alors, pour donner un cas concret, vous imaginez, vous avez besoin on vous exprime le besoin d'une application de gestion de données naturalistes. Donc des données naturalistes, ça va être la présence d'une espèce animale ou végétale à un endroit donné, à un moment donné. Tout ça, ça permet derrière de pouvoir faire des études d'impact, par exemple, si on fait un projet d'aménagement, ou de savoir si on doit mettre un endroit en réserve ou pas. Donc ce sont des données qui sont entrées à la base par un type d'utilisateur. La première question à se poser pour savoir comment la développer, c'est quel utilisateur on s'adresse. Parce que finalement, il peut y avoir deux types d'applications comme ça de données naturalistes. Ça peut être une application qui est destinée à des grands amateurs, à des passionnés qui vont faire des sorties les week-ends pour observer un maximum d'espèces et qui vont entrer ensuite leurs données en masse le soir, une fois qu'ils sont rentrés chez eux. Mais on a aussi des sites de sciences participatives où on va s'adresser au grand public. On va leur demander d'identifier, par exemple, les insectes de leur jardin, essayer d'observer une fleur de leur jardin pendant 10 minutes et de photographier tous les insectes qui se posent dessus et de les identifier ensuite. Donc ça, c'est l'exemple que j'ai mis, le speople.fr. C'était ça l'idée. Dans les deux cas, les besoins de l'utilisateur vont être très différents. Puisque le naturaliste expert, lui, ce dont il va avoir besoin, c'est d'entrer un maximum de données sans perdre de temps. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se connecter très souvent à ce site,
Donc même s'il va mettre un petit peu plus de temps à apprendre comment l'utiliser, c'est plutôt sur le long terme, au moment où il va l'utiliser, gagner du temps qui va l'intéresser. Au contraire, quand on est dans le cadre de la science participative, il va y avoir beaucoup d'utilisateurs différents et la plupart d'entre eux vont pas se connecter très souvent, ils vont peut-être venir 3 fois dans l'année et c'est tout. Donc eux, au contraire, ce qui va les intéresser, ce qui va être important pour eux, c'est de pouvoir prendre en main rapidement l'outil, même si ça prend du temps pour entrer chaque donnée. Et ils vont avoir besoin d'être beaucoup plus guidés puisque eux, ils savent pas le nom de l'espèce qu'ils vont rentrer avant d'y arriver, donc il faut qu'on leur donne des clés d'identification qu'on donnerait pas du tout à un naturaliste expert. Donc on a 2 applications qui sont censées faire la même chose et finalement en fonction de l'utilisateur auquel elle s'adresse, on va avoir 2 applications qui sont très différentes. Donc une autre chose qui est importante, c'est d'apprendre à répondre non pas aux demandes, mais aux besoins. Alors ça a été pas mal expliqué dans la conférence précédente UX, le poids des mots. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu. Donc une phrase célèbre qui explicite ça, c'est celle d'Henry Ford. Si j'avais demandé à mes clients ce qu'ils attendaient, ils auraient répondu un cheval plus rapide. Donc, pour prendre dans le domaine informatique, vous imaginez, vous avez un client qui vous explique qu'il a besoin d'un nouvel outil de mailing list. Il vous donne ce dont il a besoin pour cet outil. Il aimerait pouvoir gérer plusieurs listes à la fois, pouvoir lire les échanges sur un site au lieu de recevoir des mails, suivre une conversation, que si on envoie des documents, ils soient stockés sur le site, au lieu d'être envoyés en pièce jointe au destinataire, histoire de ne pas saturer leur boîte mail. Plutôt du classique, quoi. Donc, vous pouvez faire un outil de mailing list un peu usine à gaz, quoi, à la Yahoo Group. Ça, c'est répondre à la demande. Puis vous pouvez essayer de creuser un peu. Pourquoi est-ce qu'il veut une mailing list? Parce que finalement, dans toutes les demandes qu'il a faites, on voit pas trop où est l'intérêt des mailing lists. Parce que finalement, ce qu'il veut, c'est de la communication entre groupes, mais pas forcément des envois de mails par groupe. Et finalement, la réponse à sa demande, ce serait peut-être plutôt, à son besoin, c'est peut-être plutôt le réseau social. Donc on sort de la demande, qui était limitée par l'imagination du client, pour passer au besoin qui correspond à vraiment ce dont lui, il a besoin. Vous gardez aussi autre chose en tête, c'est que l'utilisateur, il a toujours raison. Alors pour ça, je vais vous donner une anecdote qui date de l'époque où j'étais, une époque très très lointaine, j'étais encore débutante. Donc je commençais, c'était chez un éditeur de logiciels où je travaillais. Et puis un jour, il y avait les personnes qui faisaient habituellement les formations, il y avait personne de disponible, donc on m'a dit tu vas faire la formation chez le client, quoi. Bon, pas de souci et tout, je suis débutante, mais donner une formation, c'est quand même facile, quoi. Donc j'arrive chez le client, je commence à lui expliquer la façon dont fonctionne son produit, puis là j'arrive à une partie un petit peu plus délicate, mais pas trop non plus du fonctionnement de son produit, qui est le workflow. Alors je sais pas si tout le monde voit ce que c'est un workflow. Ouais, oui, j'ai l'impression que oui. Bon, c'était pas un workflow très 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 compliqué, il y avait pas beaucoup de paramétrage à mettre. J'explique ça assez rapidement, enfin voilà. Et puis le client me dit à la fin, désolé, j'ai rien compris. Ah ouais, bon, pas grave, je vais vous réexpliquer, je vais aller un petit peu plus lentement, je vais formuler un peu différemment, pas de souci. J'arrive à la fin de mon explication, et puis là, j'ai toujours rien compris. Bon, en plus, le temps est passé un peu, j'avais d'autres choses à leur montrer, donc on est passé à la suite. Puis le soir, forcément, je me suis posé des questions, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? J'ai mal expliqué. Après tout, c'est la première fois que je donne une formation. Est-ce que le client est un peu idiot? Parce que c'était quand même pas très très compliqué, quoi. Fallait juste suivre les étapes une à une, très très procédural, plutôt simple en fait. Est-ce qu'il y a de mauvaise foi? Parce que bon, il y avait d'autres choses qui lui plaisaient pas dans le produit, donc c'était peut-être un peu une façon d'appuyer là où ça fait mal, quoi, de se plaindre un peu plus. Il y avait sans doute du vrai dans les 3. Mais il y a une question que je me suis pas posée, que j'aurais sans doute dû me poser, et que maintenant je n'oublierai pas, c'était ça. Est-ce que l'application est trop compliquée? Parce que si on reprend en fait la chose, c'était pas très très compliqué, mais on était au début des années 2000. Le client, c'était pas du tout un informaticien, c'était des juristes.
Donc début des années 2000, il n'y avait pas encore de smartphone, Internet, les applications Internet, tout le monde n'en utilisait pas beaucoup. Enfin, les gens étaient encore pas mal sur du Excel, du Word, et encore, ils ne savaient pas forcément très très bien utiliser. Et ce qui me semblait simple à moi, informaticienne, et ce qui semblait simple en fait à ceux qui l'avaient développé, qui étaient aussi des informaticiens, pour un juriste, c'était peut-être compliqué justement, parce que c'était parce qu'il n'avait pas du tout une habitude de l'outil informatique. Et je pense que si on s'était posé un peu plus cette question, qu'est-ce qui se passe quand ils ne comprennent pas, parce que il me semble que cette partie-là était justement assez rarement utilisée. Peut-être qu'on aurait pu concevoir un workflow plus simple à utiliser, plutôt que de se dire voilà, c'est quand même pas très compliqué. Et puis si c'est un petit peu compliqué pour lui, il a qu'à se référer au manuel. Alors que on sait très bien que en fait les manuels, moi maintenant je le sais, les utilisateurs ils lisent jamais. Mais à l'époque j'étais encore idéaliste, je me disais il suffit de bien expliquer dans le manuel et puis c'est bon quoi. Dernière chose, mais pas la moindre du tout, tester. Et quand je dis tester tout le temps, ça veut dire donc tester l'interface, tester l'expérience utilisateur, ça veut dire tester aussi avant les développements. Et notamment, commencer par des prototypes papier. Vous avez un besoin qui a été exprimé, une demande qui a été exprimée, vous avez une idée de la façon d'y répondre, vous commencez à imaginer les interfaces, vous les dessinez sur un papier, vous les montrez à un utilisateur et vous essayez de voir s'il comprend la façon dont ça va fonctionner. Si vous n'avez pas d'utilisateur sous la main, malheureusement, ça arrive des fois, vous essayez avec le client, avec le product owner. Des fois, malheureusement, c'est pire que ça. Vous n'avez pas la possibilité de contacter aucun représentant des utilisateurs. Essayez au moins avec d'autres développeurs, quoi. Entre vous, d'essayer de voir si ce que vous faites, c'est assez intuitif pour que quelqu'un d'autre puisse, juste en voyant le papier, comprendre à peu près comment ça marche. On peut tester aussi après les développements. Alors là, je vous donne un exemple. C'est Amazon qui utilise beaucoup les tests AB. Donc là, c'est plus des tests pour savoir si on arrive à faire acheter l'utilisateur. Donc, on se fixe un objectif sur une page. On essaye de faire plusieurs versions différentes de la page. Et puis on envoie aléatoirement chacune des versions, les versions aux utilisateurs. Et puis on regarde avec les statistiques lesquels marchent le mieux. Donc ça c'est assez classique, mais il y a encore plus simple que ça qu'on peut faire. Tout simplement, une fois qu'on a lancé l'application, c'est d'interroger les utilisateurs, leur envoyer des questionnaires, leur dire, essayer de savoir quels sont les points de blocage. Donc essayer de questionner les utilisateurs, des questionnaires plutôt simples avec le moins de questions possible et le moins de questions ouvertes possible, parce que quand ils doivent saisir du texte, en général ils répondent pas. Mais voilà, avoir vraiment une idée de ce qui plaît, de ce qui plaît pas dans l'application, la façon la plus simple, c'est de voir, une fois qu'elle est lancée, pouvoir interroger les utilisateurs. Alors là, l'exemple que j'ai donné, en fait, c'était sur un site de vente après la commande. Et là, on parle de l'expérience utilisateur qui se limite pas au produit informatique lui-même, mais à tout l'ensemble de ce qui se passe avant et après. Le questionnaire en question posait aussi la question de est-ce que vous avez bien reçu votre colis dans les temps, est-ce que ça s'est bien passé, quoi, y compris après l'utilisation du produit. Maintenant, je vais vous parler un peu des petits plus. Donc ça, c'est des choses qui sont pas mal utilisées quand on a des clients, quand on a des clients que on souhaite faire payer sur Internet. Bien sûr, dans des intranets d'entreprise, ça va un peu moins exister, mais si vous avez la possibilité de faire passer ces petits plus, ce sera plus motivant pour les employés. Ça peut faire gagner en productivité, c'est quand même pas mal. Donc la première des choses, c'est comment obtenir un comportement particulier d'un utilisateur. Donc il faut savoir une chose, c'est que pour qu'une tâche soit effectuée, il y a deux critères qui sont importants. C'est savoir si l'utilisateur est motivé pour la faire et si la tâche en question elle est facile à faire. Bon, il faut également un déclencheur parce que, moi là personnellement, je serais bien motivé pour... si je suis motivé pour manger une glace c'est facile, mais qu'il n'y a pas de marchand de glace, par exemple, je vais pas acheter de glace. Donc, exemple de quelque chose de facile, donc ça c'est du vécu pour moi. Un jour, j'ai voulu aller à un restaurant, j'étais passé devant, je me demandais s'il était bon, je suis allé chercher sur Internet les avis des utilisateurs, des consommateurs,
savoir s'il le trouvait bon. Je suis tombé sur ce site-là qui s'appelle La Fourchette. J'ai vu les avis étaient plutôt positifs. Je me suis dit, bon, bah, c'est bon, on va manger ce soir. Puis là, je vois le gros bouton réserver une table. J'avais jamais eu l'intention de réserver pour ce restaurant. Et là, il y avait ce bouton. C'est facile, cliquer sur un bouton. Derrière, formulaire très court, on demande le nombre de personnes et puis la date et l'heure. Et puis une fois que c'est fait, bah voilà, j'arrive sur formulaire d'inscription. J'étais jamais allée sur La Fourchette, j'étais pas inscrite, mais le formulaire, il était super court, terminé, c'était réservé. Bah du coup voilà, moi je l'ai faite ma réservation. Ma motivation elle était très basse, c'était pas du tout mon intention à la base, mais comme c'était super facile, je l'ai fait. Si le formulaire avait contenu 2 lignes de plus, j'aurais jamais réservé. Ou alors c'est encore pire, s'il avait fallu naviguer ailleurs pour aller m'inscrire sur le site, c'est pareil, j'aurais pas réservé. Donc là, La Fourchette a obtenu un comportement juste par sa facilité. L'exemple inverse, c'est quand je dois faire mon compte rendu d'activité. Ben, l'interface elle est quand même pourrie, l'expérience utilisateur est pourrie. Ça me donne pas envie de le faire. Et bah, malgré tout, je le fais parce que bon, j'aime bien être payé à la fin du mois et c'est un petit peu nécessaire pour facturer les clients, donc je le fais. Donc là, c'est facilité est faible, la motivation est forte. Ça marche quand même. Alors ça a été modélisé. Voilà, donc c'est le modèle de comportement de Fogg que je vous présente là. Donc bah, vous avez à la verticale la motivation, horizontale la facilité. Et puis bah, vous voyez la ligne du milieu, la ligne jaune du milieu. Bah, c'est bien simple, si le déclencheur il est sous la ligne, ça va pas marcher parce que soit l'utilisateur il a pas envie et puis c'est trop compliqué pour lui. Si c'est au-dessus de la ligne, ça va marcher. Donc je parlais des déclencheurs, il y a il y a 2 types de déclencheurs en fait, déclencheurs internes et déclencheurs externes. Exemple très simple, Facebook. Moi je m'inscris sur Facebook, je mets quelques amis en ligne et puis quelques jours plus tard, quelques heures plus tard, je reçois des mails de Facebook. Ah, Alexandre a mis une nouvelle recette de cuisine. Bon, c'est quoi cette recette de cuisine? Hop, je vais voir sur Facebook, quoi. Classique. Ça, déclencheur externe. Et puis, bah, les semaines passent, et puis un jour, je suis là, je dois attendre le bus, je sais pas trop quoi faire. Tiens, bah, je vais aller voir sur Facebook si Alexandre aurait pas mis une nouvelle recette de cuisine. Déclencheur interne. En général, en fait, une suite de déclencheurs internes va permettre de déclencheurs externes va permettre d'internaliser finalement les déclencheurs. Donc une autre technique qui va améliorer l'expérience utilisateur, c'est la ludification, qu'on appelle aussi gamification, mais bon, j'aime bien quand il y a des termes français. Donc il s'agit d'utiliser des techniques du jeu vidéo, donc des techniques de type utiliser des quêtes de difficulté progressive, utiliser des passages de niveau, pouvoir montrer des badges. Tout ça va permettre de créer de l'engagement en fait, parce que les gens ils sont contents, ils cumulent des points, ils peuvent passer des niveaux, ils peuvent montrer leur niveau à leurs collègues. Ça c'est cool. Ça va faciliter la progression aussi, ça facilite aussi l'envie de travailler, parce que c'est ce qui se passe souvent dans les jeux vidéo. En fait, on a une difficulté progressive. On commence, c'est très facile, et puis quand on maîtrise bien, ça devient de plus en plus difficile. Mais comme on a fait les choses faciles, après, le niveau de difficulté pour nous personnellement, il reste à peu près le même. En général, il est un équilibre entre le côté trop difficile où on se décourage, qui est vraiment décourageant, et le côté trop facile où on a l'impression de faire des tâches répétitives et sans intérêt. Et ça peut être utilisé, par exemple, si vous mettez en ligne un nouvel outil pour les utilisateurs pour leur permettre de s'approprier progressivement toutes les fonctionnalités. Par contre, il faut faire attention quand même avec la ludification, c'est que si c'est mal utilisé, ça fait juste quelque chose, ça se voit et ça craint un peu en fait. Hein. Donc des exemples de ludification, il y a le site Habit RPG qui consiste en fait à utiliser ces techniques-là pour essayer de changer ses habitudes, de prendre de bonnes habitudes, de ne plus avoir les mauvaises habitudes. Là, on retrouve aussi un peu cette idée de internaliser les déclencheurs. Un autre exemple qui ne se montre beaucoup moins, c'est Stack Overflow, qui utilise énormément ces techniques-là, puisque plus on répond à des questions sur Stack Overflow, plus on a de droits. On peut gagner des badges selon les questions auxquelles on a répondu, et puis on a des quêtes, des questions auxquelles il faudrait répondre.
Et ça marche très très bien en fait. Dernière technique, le storytelling. Parce que les gens, ils aiment bien les histoires. Ils ont un goût naturel pour les histoires, c'est pour ça que les salles de cinéma, ça marche assez bien, les séries télé aussi. L'intérêt aussi, c'est améliorer la mémorisation en suscitant des émotions, parce que notre cerveau, il fonctionne d'une telle façon que quand il y a de l'émotion, on se souvient mieux. C'est beaucoup utilisé en marketing, en fait, mais ça peut être aussi utilisé sur une application interne, sur un intranet, en gardant par exemple des personnages qui vont rester les mêmes d'un côté d'une page à l'autre et qui vont pouvoir raconter des petites histoires, mettre des petits mots sympathiques. Ça va encourager les employés à aller sur cet intranet juste pour voir en fait ces petites histoires. C'est d'ailleurs humblement ce que j'ai tenté de faire en première partie en vous racontant l'espace numérique de travail. Donc en conclusion, j'aimerais remercier Georges Lucas quand même parce qu'en storytelling il s'y connaît beaucoup mieux que moi. Et puis BJ Fogg puisque c'est son modèle que j'ai utilisé avec son autorisation. Voilà, si vous voulez me contacter suite à ça, je vous laisse mon adresse mail, vous avez un lien LinkedIn. Alors c'est le blog de la société Ypon, je suis pas la seule à écrire dessus, mais j'écris de temps en temps des articles, pas seulement sur l'UX d'ailleurs, sur l'agilité, beaucoup, un petit peu sur le développement front. Vous pouvez aussi suivre le Twitter de Ypon, Ypontech. Voilà. Il nous reste 10 minutes pour les questions. Personne n'a de questions ? Alors, l'ergonomie va s'intéresser vraiment au fait que l'utilisateur puisse comprendre assez facilement comment fonctionne le produit. Ça va permettre... Alors oui, je répète la question parce que c'est vrai que je suis pas sûre qu'on ait pu entendre. Donc la question c'était quelle est la différence, répéter la différence entre l'ergonomie et le design d'expérience utilisateur. Donc l'ergonomie s'attache vraiment à avoir une interface qui soit utilisable et en général qui soit la plus rapide possible à utiliser, qui soit assez fonctionnelle. Le design d'expérience utilisateur va aller plus loin que ça. Donc il intègre l'ergonomie, ça en fait partie. Mais en plus, on va s'intéresser est-ce qu'elle est agréable à utiliser. Par exemple, on a vu le fait d'avoir une interface qui soit jolie, par exemple, ça fait partie de l'expérience utilisateur. Le fait d'avoir un peu de storytelling dedans, de gamification, tout ça, c'est vraiment juste de l'expérience utilisateur, c'est pas du tout de l'ergonomie. Donc il y a plus de choses en fait. Ça s'intéresse un peu plus aussi à l'utilité et l'ergonomie, c'est vraiment juste est-ce que l'utilisateur va être capable d'accomplir la tâche que l'application permet de faire. L'expérience utilisateur, c'est est-ce que l'utilisateur a besoin de faire cette tâche. Il y a une autre question ? Oui. Si vous connaissez, est-ce que vous avez un avis sur Scrum ? Je sais bien que c'est pas du tout mais j'ai fait quelques projets en Scrum, pas un Scrum by the book, j'ai fait surtout du Scrum modifié. Personnellement, le fait que, je pense pas qu'il y ait une meilleure méthode agile que d'autres. Je pense que c'est adapté en fonction des équipes, en fonction du contexte. Moi j'aime bien. Il y a pas mal de choses que j'aime bien dans Scrum, notamment le fait, le daily meeting par exemple, stand-up meeting, je trouve ça très sympa. Ça permet d'avoir plus facilement des échanges. Après, si on me demande Scrum versus Kanban, je pense. J'ai peut-être pas assez testé les deux pour pouvoir avoir vraiment une idée, pour pouvoir donner une idée
Et puis même en ayant testé les deux, de toute façon, je pense que ça dépend énormément des contextes et des personnes. Voilà. Je sais pas trop si ça répond vraiment à votre question. Alors, l'idée du storytelling, ça va être... les exemples que j'ai donnés, ça va être de plaire un peu plus aux utilisateurs. Donc, c'est plus, en fait, une fois que le produit est fait, intégrer un peu de storytelling dans le produit. Quels exemples je peux donner il y a un exemple qui me vient en tête, c'est Mailchimp, qui permet d'envoyer... pour des marketing de gérer du mail, où ils ont toujours le même personnage qui est un espèce de petit singe et qui raconte des choses. Ça, c'est un exemple de storytelling. Bon, merci beaucoup.